Vyagadirogan Satatanu Shaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Mohar Artidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidoveden Shamitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtangridayam Sutrasthana chapitre 3, le chapitre de Rutacharya. On va lire les shlokas numéro 7 et 8. Donc la semaine dernière on a fini l'idée de cette vision générale sur les saisons. Donc on a deux cycles basiques. Le cycle dans le mouvement du soleil vers le nord, avec l'énergie du soleil, la chaleur du soleil, et ce qui nous enlève de l'énergie, de la force des êtres humains. L'été, c'est l'époque de l'année dans laquelle les êtres sont plus fragiles. Et après, on a vu un autre cycle où le soleil s'enchemine vers le sud, et où on retrouve plus de fraîcheur, de douceur, et où l'être humain il regagne un peu de l'énergie. Et dans l'hiver, c'est là où on a le plus d'énergie. Et maintenant, il va laisser ça très clair pour nous. Et donc voici ce qu'ils disent les shlokas. Balina Shita Samrodha Dhemante Prabalo Nalaha Bhavatyalpendhano Dhatun Sapachedvayuneritaha Ato hi mesmin seveta Swadvam Lalavanan Rasan. Donc il commence à dire Balam Madhyam Tusheshayoho. Donc il parle de Balam, de la force. Donc c'est ce qu'on vient de dire dans les semaines dernières. Il parle donc de la force des personnes. Ici, dans ce demi-shloka, il laisse très clair Balam tout, donc il parle de la force. Shite Agriyam. Agriyam, c'est le meilleur. Shite, donc quand il fait froid, on a notre meilleure force. Vrushti, quand il pleut. Ogarme, quand il fait chaud, c'est là où on a notre pire balle. Sheshayeho, donc dans les autres saisons, c'est Madhyam, la force elle est moyenne. Dans les saisons froides, on a Manda et Shishir, la force elle est la meilleure. Dans les saisons de Grishma et Varsha, donc quand il fait chaud et quand il y a trop de pluie, c'est le pire. Et dans les saisons intermédiaires, c'est des saisons de transition où notre force, elle va du fort vers le faible ou du faible vers le fort. Elles sont intermédiaires et continuent. Donc, la force de Shita génère Sambrota. Il bloque quelque chose. Donc, la force du froid pendant Emante, donc pendant le froid, elle génère un blocage. De quoi? De Analaha, de l'Agni, de notre feu digestif. Et donc c'est pour ça que le feu digestif il devient prabalaha, trop fort. Donc il essaye de nous expliquer la logique et l'interaction du moyen de l'endroit de l'extérieur avec l'intérieur du corps humain. Donc quand il y a trop de chaleur à l'extérieur, la chaleur elle reste bloquée à l'intérieur du corps. Et à cause de ça, le feu digestif augmente.
ça communique directement avec notre idée de processus digestif. Donc le analaha, qui ici est un synonyme de agni, de feu digestif, il devient plus fort pendant le froid. Donc en fait, il s'est trompé juste avant. En fait, le froid, quand il fait froid à l'extérieur, ça fait que la chaleur elle reste bloquée à l'intérieur du corps et notre feu digestif, il devient plus fort. C'est très intéressant parce que beaucoup d'élèves me demandent, donc s'il fait froid à l'extérieur, il devrait être plus froid à l'intérieur aussi. Mais ici, il explique que la tendance de l'être humain, c'est de faire l'inverse. Quand à l'extérieur il fait froid, ça empêche la possibilité de la chaleur de sortir du corps. Peut-être qu'en termes de physique ou thermodynamique, on puisse l'expliquer. Mais en effet, quand la personne elle est dans un milieu qui est froid, sa puissance digestive elle devient plus grande, plus forte. L'idée de Agni, l'idée de Analaha, ça parle de ce processus métabolique qui se passe à l'intérieur de nous. Ce feu. Ça me fait beaucoup penser à quand le Charaka Samhita, il parle des activités aquatiques et ces activités aquatiques, elles augmentent le feu digestif aussi. Et là, vous utilisez la même logique. L'eau, elle est froide, donc elle empêche la chaleur de se dissiper de l'intérieur du corps. Donc c'est pas pour rien que les personnes font de la natation, qu'elles vont faire du surf, et qu'à la fin de leur pratique sportive, elles ont très faim. Donc l'explication ayurvédique de ce processus est celle que vous êtes en train de voir ici. Donc on n'est pas en train de faire une liaison entre le froid, l'externe et une vasoconstriction. Il y a une circulation périphérique qui devient un peu plus fermée et du coup la circulation interne elle devient un peu plus augmentée. Bon, si on commence à essayer de faire des liens, ça va devenir compliqué, mais là l'explication on l'a ici. Le Samhita dit c'est ça qu'on observe dans les êtres humains et puis c'est comme ça. Peut-être que pour vous, dans une autre explication, vous prouvez que c'est erroné, mais ici c'est basé dans une observation. Et même dans la pratique clinique, je peux vous dire que ça se prouve, c'est comme ça que ça fonctionne. Même dans l'observation de tous les jours, c'est comme ça. Puis il continue. Anaha dhatunsa pachet vayuna iritaha. Donc, alpendanaha. C'est très poétique. Indana signifie quand vous alimentez un feu. Quand vous créez, vous soutenez une flamme. Alpa signifie moins. Donc si vous soutenez moins cette flamme, donc si vous ne alimentez pas le feu digestif, donc c'est-à-dire si vous ne mangez pas, tous les dhatus du corps ils vont être digérés. Parce que le vayu aggravé, le vata aggravé, il va envoyer le feu digestif pour tout le corps, partout dans le corps.
Donc la logique, elle est simple. Si vous ne mangez pas, vous allez aggraver le vayu, le vata. Donc en fait, si vous ne mangez pas, ça va générer du vide. Et à chaque fois que vous générez du vide, ça aggrave le vata. Ce vata aggravé, il va dissiper l'agni pour tout le corps. Et cet agni dissipé dans tout le corps, il va finir par digérer les propres dhatu. Donc ça, c'est l'explication physiologique ayurvédique pour expliquer ce qui se passe si vous ne mangez pas. Donc, c'est-à-dire que si vous ne mangez pas, votre métabolisme digestif, il va commencer à digérer le propre corps, il va commencer à digérer les propres tissus. Ce qui est un petit peu évident pour nous. Si vous ne mangez pas, vous allez maigrir, vous allez perdre du tissu, vous allez perdre de la force. Et là, c'est expliqué de la façon ayurvédique. Mais pourquoi est-ce qu'il va expliquer ce processus physiologique digestif ici, quand on est en train de parler des saisons? Il les met ici pour expliquer que pendant l'hiver, ça c'est plus aggravé. Parce que pendant l'hiver, le feu digestif augmente. Donc comme le feu est augmenté, vous devez manger plus. Si vous ne mangez pas plus pendant l'hiver, vous allez commencer à perdre des tissus. Donc le froid, il exige un taux métabolique plus grand pour créer de la chaleur. Donc si on essaye de faire un parallélisme avec les deux logiques, la physiologie ayurvédique et la physiologie moderne, on peut observer la même chose. Pour maintenir la chaleur du corps, pour maintenir l'homéostase, on doit donc manger plus pendant l'hiver. C'est très souvent, et c'est même commun, que pendant l'hiver, les personnes elles aient envie de manger des choses qui sont plus grasses, plus nourrissantes. Manger une fondue, des choses comme ça. Donc là, c'est l'explication ayurvédique pour laquelle vous voulez manger le fondu pendant l'hiver. Swadvam lalavanan rasan. Donc, à cause de tout ça qu'on vient de dire, les saisons froides, on va retrouver Swadu, Amla. Donc, Swadu, c'est le sucré. Amla, c'est le aigre. Lavana, c'est le salé. Vous devez utiliser ces saveurs. Donc, manger des choses qui sont plus sucrées, plus salées et plus aigres, ça va faciliter. Si vous ne faites pas ça, si vous ne mangez pas plus nourrissant et avec ces saveurs, le vata aggravé, il peut se répandre partout dans le corps et aller manger les tissus. J'espère que ça soit clair pour vous. Ça, c'est le shloka que je voulais partager avec vous. Et aujourd'hui, on va regarder... Et aujourd'hui, on va, dans notre minute de sanskrit, regarder ce mot que je vais remettre Mateusz a dire. Olhada na palavra Vrishti Garme Alpam. Vrishti Garmelpam. Donc ici, on a plusieurs éléments qui sont très intéressants à regarder. Le vre, c'est un mélange de v Holland et re. Donc le re, il rentre ici en bas sous forme d'un C, comme vous voyez là. Après,
on a un mélange qui est très bizarre, qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est. Donc un carré avec une ligne au milieu, ça peut ressembler à quelque chose qu'on a déjà vu, qui est le ksh. Et donc après lui, on a ce petit c juste après. Et celui-là, c'est le t. Alpapran cérébral. Et donc quand vous rejoignez le ch avec le t, en fait, quand vous mettez le ch avec une autre consonante, la majorité des consonantes qui ont un trait long avec une autre consonante, vous éliminez le trait vertical et vous les ajoutez. Comme là, on avait un trait vertical, on l'a éliminé, on les a rejoints. C'est un peu ça qui s'est passé là. Donc ça, c'est avec la majorité des consonantes. Quand il y a un trait et après un trait un peu plus large, on enlève le trait plus large et on met les deux consonantes ensemble. Donc le ch avec le t et le i, ça fait ch'ti, ch'ti. Donc le ch, il perd le trait, il se rejoint au t, et après on a le i juste après. Donc on retrouve ce ch'ti. Après on a le que. Après on a le rme. On a le me. On a un petit trait au-dessus, donc ça nous indique qu'il y a la voyelle E. Mais après, il y a un C au-dessus. Donc le C en bas, c'est le RE. Et le C en haut, c'est quoi? Donc le C au-dessus, il indique le RE, Holland, avant la consonante. Donc là, on a le re Holland avec le e. Re, me, e, rme. Et là, comment on sait que le re, il est avant? C'est avec ce petit c qu'on a au-dessus, ici. Quand le re, il est avant, on le met au-dessus de la consonante. Quand il est après, on le met en dessous. Je pense que 3 vidéos en arrière, on a vu le pr. Donc le P Holland avec le R Holland et le E, ça fait pr. Et quand on a l'indication que le R, il est après la consonante, c'est un trait dans ce cas. En dessous du P. P. Ici, le R, il vient avant la consonante. En général, quand on a la consonante Holland, le R avant, il est démontré en dessus de la consonante. Mon Dieu, c'est beaucoup de choses pour se rappeler. Et en plus, il y a ce S trop bizarre qu'on n'a jamais vu ici. Et c'est quoi ça? Ce S, c'est le avagraha. C'est une indication. C'est pas une lettre, c'est pas une consonante, c'est pas une voyelle. C'est une indication que là-dedans, il y a un E. Donc, à cause du lavagraha, je sais que cette consonante-là, cette voyelle-là, c'est un alpa.
Donc, dans ce avagraha, il dit que quand on prononce ça, quand on va lire, on ne va pas prononcer le E. On va le prononcer direct. C'est très intéressant. Comme le sanskrit, c'est une langue qui se préoccupe beaucoup avec la parole, c'est une langue écrite, mais qui s'inquiète beaucoup de comment on prononce. C'est pas comme en français ou en portugais. Dans le sanskrit, il y a vraiment cette préoccupation de comprendre comment on va lire quelque chose. Si vous changez la façon dont vous parlez, il y a des règles qui changent la façon dont vous écrivez. Il y a les règles qu'on appelle les sandhis, samas, etc. Donc ici, je vous montre ça juste parce que vous allez voir ce S et vous n'allez pas comprendre ce qu'il est. Donc dans le Raga d'Irogan, par exemple, on voit la présence de ce S. Et là, on pourrait se demander, quand il y a celui-là, simplement on oublie qu'il est là, mais on se rappelle qu'il est en train d'indiquer la présence du A au milieu. Donc la prononce de tout ça, c'est Vrishtigarmelpam. Vrishtigarmelpam. Não é donc on ne dit pas le A au milieu du mot. Sinon, ça ne serait pas sonore, ça ne serait pas joli si on prononçait le A au milieu de ce mot. É a maneira que a gente pronuncia. Donc là, c'est la façon dont on prononce sans le A, donc à la place de ce S. Mais sachez qu'il y a un A là, au milieu. Donc on a un L Holland, un P Holland, ça fait qu'un A, et un M Holland. Donc ça, c'est le mot alpam. Le, quand on le rejoint avec le P, normalement, c'était le pam. Donc encore une fois, dans l'écrit, on enlève le trait et on rejoint les deux consonantes. Je sais que ça devient très compliqué, avec beaucoup d'éléments. Mais l'idée, c'est que vous pouvez comprendre tous les éléments qui peuvent se passer. Vous devez vraiment apprendre ça si vous voulez vous approfondir dans le sanskrit. Donc ça, c'était notre petite minute de sanskrit. J'espère que ça soit bien clair pour vous. Laissez vos commentaires ici. Et me dites aussi si vous êtes arrivé jusqu'à là, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition, de la chaleur, du corps qui perd ou qui gagne sa chaleur, du foie digestif? Dans l'expérience dans votre expérience, est-ce que vous vérifiez ça? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Merci et à la prochaine.